Infecte mais extraordinaire par les capacités acquises, voilà comment on pourrait décrire l'expérience d'ingérer un fruit du démon. Sauf que non. En vrai, il y a une hiérarchie parmi les centaines de fruits qui sont apparus dans l'œuvre. Certains sont pourris pendant que d'autres te font accéder à des capacités proches de l'imbattable. Auparavant, on a vu les plus éclatés au sol, aujourd'hui il est temps de se pencher sur le haut de la pyramide, les meilleurs fruits du démon de l'œuvre. Accroche-toi bien aux mains mon frérot, en t'abonnant à la chaîne et prépare-toi à surmonter Redline pour arriver dans notre royaume, Lulusia Kingdom. C'est bon, t'es encore vivant? C'est parti alors. Alors qu'est-ce qu'on peut considérer comme un bon fruit? Pour nous, on a décidé de garder une vue globale sur les différents fruits et d'analyser en globalité ses capacités. Est-ce qu'elles sont bonnes de manière générale, offensivement comme défensivement? Qu'en est-il de leur utilité, de leur réveil? Et par exemple, le premier en partant de la fin, le Mera Mera no Mi. Possédé par deux utilisateurs, les deux frères de Luffy, l'utilisation de ce Logia est plutôt simpliste. Utiliser ta flamme pour brûler tes adversaires, voire des obstacles. À l'échelle individuelle, tu peux envoyer du feu, que ce soit face à toi, créer des croix de feu, faire de pistolets de feu avec tes doigts. Franchement, ce fruit est très utile à distance. Mais au corps à corps, avec un utilisateur de Haki, il perd largement de son utilité. Teach et Barbe Blanche en sont de bons exemples. Ace a fini à genoux dès que la distance lui faisait défaut. À une échelle plutôt grande, une colonne de feu dirigée vers le sol pour éparpiller tes flammes. Entei, le soleil lui-même, envoyé d'un coup de main à la Freezer. Et pour finir, son intangibilité de Logia. Donc très puissant, mais le fruit possède donc beaucoup de faiblesses. Notamment face au magma et à la fumée, qui pour l'un est supérieur en puissance offensive, et l'autre qui l'annule. Ce qui est de même face à la puissante glace du Ie no Mi d'Aokiji. Logia ingéré par Crocodile, il te donne la capacité de maîtriser l'élément du sable. Mais finalement, tu peux offensivement créer des sables mouvants, solidifier ton sable pour en faire une arme mortelle pour stopper tes ennemis, créer des tempêtes de sable terrifiantes pouvant détruire des villes complètes, et au corps à corps, sachant que t'aspires l'eau présente dans le corps par le toucher de ta main, et bah ça peut être un moyen de tuer tes adversaires très facilement, en les asséchant comme des momies. Évidemment, c'est un Logia, donc intouchable. Néanmoins, si des liquides sont présents tels que de l'eau ou du sang, tu deviens touchable. Et là, comme Crocodile, si t'es un peu trop confiant, tu finis en prison à cause de ce type d'erreur bête. Mais imaginons que tu restes quand même assez malin, le sable reste un moyen efficace pour tuer à court et à longue distance un grand nombre d'individus rapidement. Fruit de Big Mom, il permet de contrôler tout ce qui touche autour de l'âme. Alors non, ce n'est pas comme un Brook par exemple. Non, elle, contrairement à Brook, va pouvoir influencer l'âme des autres êtres vivants pour gagner en espérance de vie ou par pure volonté de punir les gens. Sur Whole Cake, c'est une taxe qui est alors mise en place pour rester sur son continent. Mais en vérité, c'est utile surtout en cas de supériorité. Sous l'effet de la peur, Big Mom va menacer. Et ceci va pouvoir permettre d'enlever de l'espérance de vie à la victime. Pedro en est un bon exemple. Il ne lui restait plus très longtemps à vivre à cause de cette capacité. Le point faible se trouve dans le fait que si quelqu'un pose ses balls de 70 kg sur la table et décide de la confronter comme Jinbei, elle n'a aucun pouvoir sur lui, car la peur ne l'empare pas face à sa menace. Et sur sa propre personne, l'utilisateur peut utiliser sa propre espérance de vie pour gagner un boost de puissance. C'est ce qui s'est produit par exemple face à Kid et Law. Et de plus, avoir le Soru Soru no Mi, ça donne la possibilité de donner la vie au monde t'entourant en donnant un fragment d'âme collecté. Les arbres, les fleurs deviennent capables de chanter et de parler. Le monde auparavant silencieux s'humanise, et si elle décide de donner un plus gros fragment, mais cette fois-ci de son âme, elle peut même créer des éléments pour être plus variée dans ses combats. Un soleil, un nuage, une épée vivante, qui sont là pour la servir et lancer des attaques de fou furieux à sa volonté, et même à se déplacer. Mère Carmel, l'ancienne détentrice, utilisait aussi cette capacité pour sauver Elbaf des flammes déclenchées par la fringale de Big Mom. Ces éléments sont essentiels pour devenir un individu plus puissant. C'est comme combattre avec des alliés alors que t'es seul. Mais malheureusement, le fruit possède d'autres faiblesses. Déjà le besoin de proximité pour t'enlever ton espérance de vie, chose impossible à distance. Ensuite le fait que Brook puisse aisément battre les homies les plus faibles par les capacités de son fruit, ce qui réduit ton nombre d'alliés. Et puis pour pouvoir commander les homies, il faut qu'ils t'entendent. Il n'y a pas de connexion à l'âme, ce qui fait que Big Mom lors de la room finale de l'eau ne pouvait se faire sauver par ses homies. De plus, bien que ce soit des fragments de sa propre âme, ils ont une volonté propre, et ce qui fait qu'ils peuvent finir par te trahir pour différentes raisons. C'est ce qui est arrivé pour Zeus. Vous l'aurez compris, agir sur la vie d'autrui est une capacité sacrément utile, mais surtout dangereuse.
Être un oiseau, a priori, est rien de fou, mais quand tu deviens un modèle mythologique, c'est pas du tout la même sauce. Ici, le Phénix. Alors pourquoi le premier commandant de l'équipage de Newgate est spécial? Hormis la capacité de pouvoir voler à pleine vitesse comme tout autre possédant un fruit de l'oiseau, Marco possède des capacités supplémentaires qui font de lui un homme presque impossible à abattre. Offensivement, le gars peut utiliser ses flammes de Phénix pour infliger pas mal de dégâts à l'ennemi, chose qu'on a eu l'occasion de voir face à Big Mom. Marco pouvait blesser Prometheus. Bien sûr, comme évoqué tout à l'heure, sa vitesse, largement accélérée par la vitesse de vol de son oiseau, ça lui permet de faire mal, très mal, avec de simples coups de pied en apparence. Kizaru en était le premier surpris. Les aptitudes offensives de ce fruit ne sont pas à prendre à la légère, mais le pire, c'est que c'est son atout le moins impressionnant. En effet, les flammes du Phénix ont des propriétés d'auto-guérison assez exceptionnelles, ce qui fait que même si ce gars prend coup sur coup, il reviendra toujours à son état initial, malgré une gravité mortelle de blessure anormale. C'est tellement abusé qu'on pourrait croire qu'il a ingéré un fruit de type Logia. Balle, sabre en pleine tête, cet homme ne peut être blessé. Et bien sûr, tel un Phénix, être capable en subissant un coup mortel de récupérer sa vie, et de revenir normal comme si de rien n'était. D'ailleurs, cette capacité d'auto-guérison fait de lui un médecin très intéressant, permettant de soigner grâce à ses flammes. Bien qu'elles n'aient pas une efficacité aussi forte que sur lui-même, elles sont très utiles. Et même défensivement, le fruit marche, il peut bloquer les coups avec ses ailes, bloquer des tirs de canon, bloquer des attaques de lumière, un tank donc très intéressant, mais selon nous, ce fruit reste limité par l'endurance, même de l'utilisateur. Étant donné que Marco le possède depuis longtemps, ça va, il y a zéro souci. Mais on a bien vu ses limites de temps en temps, après qu'il ait, par exemple, retenu King et Queen en même temps. Il est très coûteux en énergie ce fruit. En bref, la seule solution pour arrêter quelque chose d'aussi puissant que ce pouvoir, c'est de menotter son utilisateur, parce que sinon, c'est juste un soutien beaucoup trop dangereux dans une bataille. Soigner, attaquer, protéger, il peut tout faire avec. Possédé par le vilain à barbe noire, c'est un Logia de la catégorie spéciale. Tout simplement car contrairement à tout autre Logia, il n'est pas intangible. Tout ce qui le touche, Teach doit l'encaisser. C'est pour ça qu'à chacun de ses affrontements, le gars est tout le temps en galère au début. T'as l'impression qu'il est éclaté au sol, il se fait taper, il se prend des attaques de feu, vraiment il fait pitié. Tout d'abord, quand tu possèdes le fruit des ténèbres, tu bénéficies d'un espace propre à celui-ci où les gens, les objets entrent dans une propre dimension et peuvent en ressortir quand tu veux. Utile alors pour prendre en otage, stocker des armes ou bien même détruire des obstacles, mais ça, c'est que la partie entre guillemets utile du fruit, car en vérité, il est surtout utile en situation d'affrontement. Déjà, premier gros avantage, tu peux aspirer n'importe quel utilisateur de fruit du démon. Tel un trou noir qui est aspiré vers sa main comme une proie prise au piège dans sa toile, le fait d'être touché par Teach, ça te fait perdre la capacité à utiliser les capacités de ton fruit. C'est le second gros avantage. On l'a vu avec Ace et Luffy, c'est juste abusé comme capacité. Le troisième est que malgré le fait que tu devras encaisser tous les dégâts produits sur ton corps, les ténèbres te permettront d'éteindre les effets les plus graves, tels que du feu, potentiellement du poison ou un autre élément qui pourrait gravement te blesser. En bref, en prenant en compte le nombre affolant d'utilisateurs de fruits du démon dans le monde de One Piece, Teach possède un dangereux avantage qui fera bouffer le sol à tout le monde. Dans notre cas, personne ne peut échapper à son emprise. Seule ta force pure te sauvera de ces ténèbres. Zeus lui-même est descendu dans ce monde et il rigole pas du tout. Que ce soit pour le gain de vitesse, la possibilité d'écouter des conversations à des kilomètres, spawn kill n'importe quel moucheron sur une étendue de plusieurs kilomètres. Posséder ce fruit, c'est s'assurer d'être un king assez facilement. Déjà, prenons l'aspect utilitaire. Ener l'utilise pour propulser son arche Maxime, qui est propulsée par l'électricité qu'il génère. Mais ce n'est pas tout. Imaginons que ce gars avait la volonté d'être full chill, il aurait complètement pu demander à ses serviteurs d'optimiser son lieu de vie et d'être complètement indépendant pour vivre. Un poisson à griller? Foudre. Une mouche qui t'embête un peu? Foudroyer. Un air fryer? Pas besoin. Foudroyer sa bouffe, ça suffit. Et bon, ok, ça n'a pas du tout été utilisé ainsi. Mais Ener fait une utilisation très variée de son électricité durant Skypiea. Faire battre son cœur après que celui-ci se soit subitement arrêté, griller les gens à distance, au corps à corps, lâcher des Genki Dama de foudre, le gars faisait tout. Et il avait large la capacité de détruire plusieurs îles célestes. En plus, t'as aucune limite quoi. Il pouvait charger son téléphone tout comme envoyer 200 millions de pleines passes en même temps. À la fin de l'arc Skypiea, le mec se matérialise carrément en dieu de la foudre, ce qui est pour moi une sorte d'éveil.
Rajoutons que le gars pouvait créer de l'or. Genre les avantages ne se stoppent jamais. Même Robin le spécifie au chapitre 274. Parmi les pouvoirs de fruits, celui-ci est considéré comme l'un des plus destructeurs. Et même défensivement, le gars ne pouvait pas se faire toucher, puisque c'est un Logia. Il narguait tout le monde sur Skypiea, mais comme tout utilisateur, il reste touchable par un utilisateur du acquis de l'armement. Son seul point faible c'était Luffy. Face à l'électricité, normalement t'es foutu. Mais là, tu peux faire ce que tu veux, il va rien t'arriver. Donc vu que ce point faible reste difficile à rencontrer, sachant qu'il n'y a aucune personne qui est en caoutchouc, il n'y a que de très minimes inconvénients à posséder ce fruit. Sinon t'es vraiment divinement puissant. Continuons dans les éléments de type Logia, et ici un fruit qui dépasse tout entendement, c'est le fruit de la glace. En fait, utiliser abusément une transformation de la faiblesse commune à tous les fruits, c'est littéralement abusé. Donc genre, pour être rapide, le gars peut te geler la mer. Attends, je crois que t'as pas bien compris. La mer, ouais, la mer. En gros, c'est le premier gars, tu vois, il se déplace en vélo sur Grand Line, pépère sur l'eau. Mais là, il gèle seulement devant lui. Mais quand le gars s'y met sérieusement, il a gelé sur au moins quelques centaines de mètres la zone maritime de Marineford, ou encore cette énorme partie aqueuse face à ce monstre marin. Ensuite, pic de glace, sabre de glace, lancer d'énormes blocs de glace, création d'objets divers pour abattre ses adversaires. Aokiji est juste limité par son imagination, car avec ce fruit, toute forme d'objet se crée dès qu'on la voit. De plus, même pas besoin d'eau quoi. Le gars peut te lâcher de la glace de n'importe quel endroit, sans même avoir, de ce qu'on a vu, une source d'eau à proximité. Ce qui est pas négligeable, hein. Ah oui, et faut revenir sur son glaçage Mr. Freeze. Tu peux vraiment devenir un glaçon. Si t'as pas les forces extérieures nécessaires, comme un Garp ou un Doflamingo, tu vas rester coincé dans cette foutue glace. Saul l'a vécu, Doflamingo s'est fait dessus, et l'équipage de Luffy en a été largement témoin, voire même traumatisé par l'expérience. Ce fruit te rend tellement dangereux, t'es une arme en fait, hein. En plus, dans le manga, on laisse du temps pour que les personnages réfléchissent et réussissent à sortir de cette glace. La vérité, si tu te fais vraiment glacer, bah ton sang, ton cerveau, bah tout ça, ça s'arrête. Y a pas de seconde nécessaire, c'est instantané. Et quand je parlais de Mr. Freeze, je vannais pas, ce fruit, il est dangereux. Heureusement, ce fruit se fait quand même annuler par la chaleur de certains fruits, ce qui fait donc fondre la glace d'Aokiji et qui l'empêche d'être aussi efficace dans ses actions. Mais ce groupe ne se limite pas à plus de 5 personnes, mais aussi par le fruit du tremblement qui vient casser la glace d'Aokiji. Bref, à distance, au corps à corps et même défensivement, la glace est juste trop solide. Tu es en place avec un fruit aussi polyvalent. Et même si malheureusement on te jette à la mer, tu as juste à la glacer et t'es sauvé. Que demander de plus pour un utilisateur de fruits du démon? Malgré tout, le fruit reste tout de même plus utile dans des circonstances proches. Genre toucher pour glacer, main dans l'eau pour glacer une surface liquide, ce genre de truc, et seul le lancer d'armes tranchantes glacées à distance lui permet de garder la face. Et oui, tu peux pas rester immobile avec ta défense de glace, sinon t'es mort. Ce qui réduit les potentielles utilisations défensives. Bien qu'en apparence des coussinets de chat tout mignons apparaissent sur tes mains, le pouvoir gagner inversement il est totalement terrifiant. Défensivement, rien ne peut toucher le porteur de ce fruit. Dès lors que ceci est touché par sa paume, lumière de pacifista, sabre, gamin élastique qui t'attaque comme un fou, attaque de feu d'Usopp, tout est repoussé par cette paume magique. Ce qui fait de lui une défense très dure à surpasser. Mais en plus de cela, au pire des cas, tu pourrais éventuellement prendre ta douleur, la sortir de ton corps et la renvoyer vers ton adversaire. Car oui, le fruit te permet d'extirper la fatigue et la douleur d'un individu à la condition seule que cette accumulation doit être encaissée obligatoirement par un individu. De par la gentillesse de son utilisateur, c'est lui la plupart du temps qui l'encaisse. Mais Zoro a aussi été capable de survivre à cette épreuve entre la vie et la mort. Rajoutons que tout ce qui touche le coussinet de l'utilisateur est repoussé, donc attaque, objet, obstacle et même humain ne font pas exception. Donc en tant qu'allié ou même libérateur d'une situation critique, si Kuma connaît au préalable l'endroit, il peut envoyer n'importe qui à travers le monde entier par un coussinet qui voyage dans le ciel et qui ne s'arrête jamais malgré les obstacles. Seule la montagne rouge en est capable. C'est un des moyens les plus rapides par lesquels les Mugi ont été envoyés aux 4 coins du monde. Et ceci est même utilisable sur ta propre personne. Kuma l'a fait récemment dans l'Arc Eged, il l'a fait sur tout l'équipage et même sur Perona. D'ailleurs, une autre limite nous a été dévoilée récemment, cette technique nécessite beaucoup d'énergie, car durant le flashback de Kuma, à un moment, Kuma il préfère privilégier le voyage en bateau plutôt que d'utiliser son fruit pour se déplacer, ce qui nous prouve donc qu'il y avait quand même une certaine limite à ses déplacements. Enfin, en plus de tout ça, comme si c'était pas assez, Kuma peut se TP à courte distance pour surprendre ses adversaires, et comme il le dit, à la vitesse de la lumière. Même à longue distance, ses habilités sont encore plus surprenantes, puisqu'il peut envoyer des paumes d'air qui traversent toujours à une vitesse impressionnante et qui te mettent KO en 2-2, regardez là.
Franky fait le malin, bam, coup de paume à distance, et en plus de ça, ça touche plusieurs cibles, c'est vraiment abusé. Donc intouchable, rapidité, quoi de plus? Eh bah le gars peut te lâcher une mini-bombe nucléaire sortant de son corps. Il la rend d'une taille minime, puis il l'envoie pour te détruire de l'intérieur, voire décimer un lieu entier. Ursus Choc est l'attaque la plus folle que permet ce fruit selon moi. Atteindre la vitesse de la lumière, c'est la prouesse que réalise tous les matins Kizaru. En effet, son fruit lui permet d'être la lumière elle-même. Étant donné qu'elle va toujours dans une direction droite, la seule manière de changer sa trajectoire est de posséder des miroirs. Mais Kizaru, lui, arrive à changer sa trajectoire, tout ça pour arriver vers sa cible. Il utilise alors sa lumière pour lâcher des shoots qui ne te font même pas comprendre la dinguerie que tu es en train de recevoir. Les supernovas sur Sabaody en ont fini traumatisés à l'époque. Toujours avec sa lumière, Kizaru envoie des petits lasers avec ses doigts, lance des attaques à distance, comme celle qui a détruit un des grooves de Sabaody, puis tranquillement ta vitesse te permet de te TP et donc d'arriver avec style sur un boulet de canon. Il arrive même à créer des clones de lumière et par-dessus tout, il peut t'aveugler. Et ça, même avant que tu aies compris qu'il était présent. C'est ça l'avantage le plus impressionnant de ce fruit, la vitesse incroyable que tu gagnes en conséquence. Et pour contrecarrer ça, Oda il a donné le fruit à un des personnages les plus lents mentalement pour le nerfer dans son utilisation. Mais encore, Kizaru a fait des prouesses, hein. Même après l'ellipse, il surprend encore. Mais ça reste quand même très limité par rapport à ce que pourrait vraiment faire le fruit de la lumière. Encore un amiral, plus précisément celui en chef. Possédé par Akainu, ce fruit est parmi les fruits les plus dangereux offensivement comme défensivement parce qu'il donne accès à un élément abusé, le magma. Déjà le magma, bon, je vais pas te faire un dessin, ça brûle sa mère même. Et donc t'es pas censé sortir vivant d'une de ses attaques. Alors bon, me sortez pas l'exemple de Curiel qui a survécu, je sais pas pourquoi Oda l'a ramené d'entre les morts à ce moment. Bref, pour expliquer, juste en levant les fesses de son fauteuil, il peut lâcher des météorites de feu sur une énorme distance, rendre l'eau bouillante par la chaleur que dégage son élément, mais aussi c'est une version bien supérieure à l'élément du feu. Donc tout ce que fait l'utilisateur du feu, le possesseur du magma peut le faire en bien plus de dégâts, de blessures, de brûlures, tout ce que tu veux. Souvent, c'est des grosses attaques de zone qu'utilisait Akainu, mais même au corps à corps, il est juste cheaté. Mego, une attaque de magma qui a pour but de détruire ta tête. Et puis, même si, imaginons, tu fais le malin, Haki en main, tu le frappes, ok, tu vas le blesser, mais tu vas y laisser un bras brûlé, c'est sûr. C'est comme le Fi face à Magellan. Tu peux certes le toucher, mais les conséquences de l'élément de Logia dangereux comme ceci restent inévitables. Soit il faut un Haki assez puissant pour résister à l'élément, comme le fait Shanks, soit il faut faire comme Vergo, full Haki sur ton corps. Bah ouais, imagine, t'as une goutte de magma qui te tombe sur le pied pendant que tu fais ton crochet, bah tout simplement tu finis comme Aokiji. En conséquence, seul le combat à distance est possible face à un tel élément. Mais le truc, c'est que même loin, le gars peut faire des tunnels de magma pour voyager sous le sol et te faire la misère, ce qui rend le gars presque intouchable en toutes circonstances. Même Haki pris en compte, sa dangerosité en est à un point où un combat en longue durée change la dynamique météorologique d'une île à jamais. Contrôler la gravité, étant donné sa présence indissociable sur la planète bleue, difficile de trouver plus utile que le fruit de Fujitora. Première utilité, écraser les gens environnants pour les empêcher de bouger. Zoro avait bien mangé cette aptitude où il a failli tomber dans les abysses face à son adversaire. Ensuite, enlever la gravité de débris pour ensuite la faire s'écraser dans un lieu donné. Retirer la gravité d'éléments pour se déplacer sur un caillou. Lâcher une voire plusieurs météorites qui peuvent créer un impact énorme sur le lieu d'atterrissage. En résumé, la puissance d'attaque d'Isho était mesurée. Et bien qu'il ne possède aucune défense à part sa propre épée, Isho peut théoriquement amener un élément dont la gravité viendra le protéger, comme un mur ou un gros caillou. Sa plus grosse faiblesse réside dans le fait qu'il est énormément affaibli par le lieu de combat. Car s'il y a trop d'alliés dans sa zone d'attaque, il pourra pas déployer ses météorites à 100% ou même à 10% en fait. Ces météorites, c'est un de ses plus grands atouts. C'est une chose qu'on a vu face au Revo sur Maréjoise. Certes, Fujitora avec son sabre et son fruit, ça fait des dingueries. Mais le gars, sans ses météorites, il perd quand même vachement de potentiel d'attaque. Et ça, malheureusement, c'est le revers d'attaque de tous les pouvoirs trop puissants sur une zone énorme. Notamment aussi celui-là. Quand Sengoku encense ton fruit au point de dire qu'il pourrait détruire le monde, c'est que la capacité est bien abusive. Possédé par Barbe Blanche puis Teach, ce fruit te donne la capacité de créer par des vibrations en frappant l'air des séismes. Ah oui, là on est dans un sacré tiers de puissance là, donc plus précisément, en un coup, il peut détruire une île, un royaume, un pays, juste en restant sur son bateau.
Mais ce n'est pas tout, il peut créer des ondes de choc à l'intérieur du corps des individus, comme celui d'Akainu qui a bien compris le délire du fruit, vu comment il a goûté le gravier de Marineford. Tick aussi a bien compris le danger du truc, puisque Barbe Blanche avec plus de vitalité l'aurait détruit de l'intérieur. Avec plus d'énergie, Barbe Blanche aurait fait couler Marineford. Sur un point de vue défensif, il peut utiliser ses vibrations pour sortir de situations inconfortables, comme être piégé dans la glace, ou bien pour arrêter des armes. Ce n'est certes pas son habilité la plus intéressante, le grand atout de ce fruit, c'est sa partie offensive. Il peut carrément te retourner ta perception du monde. En fait, en griffant l'air, tu vas tomber à tous les coups et il va te faire un coup, t'as jamais vu ça de ta vie. Ah oui, et ces vibrations, c'est pas sans conséquence, parce qu'elles amènent indirectement l'arrivée d'un tsunami dans la zone lancée par l'attaque. Couplé à une arme, le fruit, il a juste une portée de fou, presque sans défaut. Ici, c'est toi qui es le danger. Et tes alliés peuvent malheureusement trop souvent subir les conséquences de tes attaques destructrices, ce qui rend le combat difficile dans un champ de bataille comme Marineford. Le fruit de Trafalgarlo, c'est le fruit utile pour un individu dans le corps médical, puisque on nous raconte que ce fruit permettait auparavant de réaliser des opérations miraculeuses. Mais comment ça se fait? Simplement parce que ce fruit te permet de modeler une chambre d'opération dénommée Room, qui permet de tout réaliser à l'intérieur. Réanimation, donc utilisation tel un défibrillateur de l'électricité, possibilité de couper, scanner des éléments, remplacer des parties du corps par d'autres, prendre ton cœur et les changer, changer des personnalités, téléportation, voire interchanger ta tête avec des objets. Seul quelqu'un d'assez créatif et intelligent peut utiliser le plein potentiel de ce fruit parce que les possibilités sont vraiment infinies. D'ailleurs, ce qui se passe dans la room reste actif, même après la désactivation de la zone. C'est pour ça qu'à Punk Hazard, on a croisé Kinemon qui a été coupé en deux, ou bien Law a pu se raccrocher son bras après l'attaque violente et filaire de Doflamingo. L'éveil de ce fruit, si tu arrives à l'atteindre, permet de lancer cette room à une plus grande distance, et donc d'être encore moins attaquable. On peut même l'appliquer sur des objets pour rendre cet objet capable de tout désir. Brûlure de feu, choc électrique, c'est très utile. Ce fruit se démarque donc par les différentes utilisations qu'on peut en faire. Médicale, offensive, défensive, on n'est pas loin du fruit ultime. Mais c'est sans prendre en compte que tu peux donner en échange de ta vie, la vie immortelle à qui tu le souhaites. La fameuse opération de jouvence. Si on devait trouver quelques points faibles de ce fruit, c'est purement logique. C'est qu'avoir une zone aussi versatile en termes de possibilités fatigue énormément son utilisateur, ce qui limite son combat en longue durée. Il y a plusieurs moments, par exemple dans Dressrosa, où Law il devient juste incapable de pouvoir créer sa room parce que trop KO en fait. Le gars il a plus d'énergie, il a fait trop de TP, il a fait trop de room, et c'est un assez bon moyen de le nerfer parce que faut le dire, c'est juste abusé sinon comme pouvoir. Autre chose, c'est que le haki semble limiter le champ d'action du porteur. Par exemple, contre Kaido, Law il pouvait pas faire le genre de truc de balancer Kaido dans l'eau avec un Shambles. Il pouvait pas l'interchanger comme il le faisait avec un Doflamingo, parce que la différence de haki, elle était juste trop grande. Un fruit lié au temps, donc forcément, vous vous doutez bien, ça va être complètement pété. Autrement appelé fruit de l'âge, Jiwerley Bonnie en est l'heureuse propriétaire. Elle peut donc rajeunir, vieillir, capacité qui a été donc utilisée dans le domaine le plus profitable, l'intrusion. Bonnie vole des pizzas, elle s'infiltre en tant que reine de sorbet sur Marégeoise pendant la rêverie. De plus, ses capacités s'élargissent aussi à autrui, donc c'est le meilleur moyen de rendre ses adversaires incapables de combattre. Bien que ceci soit temporaire, et selon nous limité par le haki de la victime, ça reste vachement utile. Et ça nous démontre bien que la prime de Bonnie sur Sabaody n'était pas volée. Et bien que transformer un adversaire en vieux papy boiteux ou un soldat en gamin, c'est marrant 5 minutes, Bonnie nous cache une capacité folle qui sera découverte dans l'arc Egghead partie 2. Donc bouge tes oreilles mon gars quelques instants, tu veux pas savoir ce qui va se passer. En fait, du moment qu'elle s'imagine en tant que quelque chose qu'elle a déjà vu ou imaginé, elle peut atteindre cette forme qui représente alors une vision future d'elle, mais avec les capacités imaginées. C'est donc là que la magie se produit. Déjà gamine, Bonnie faisait ce que Luffy a mis 10 ans à réaliser, faire un Gear Third, puis ensuite normal ou lâcher une forme Nika, juste en ayant aperçu quelquefois Luffy sous sa forme de guerrier légendaire. Donc là, ok, ça marche, mais si Oda ne limite pas les capacités de ce fruit, Bonnie peut donc s'imaginer théoriquement avec n'importe quelle habilité de fruit du démon, et ceci sans même avoir besoin de le manger. Ici, la seule limite est l'imagination. Oui, car quand Bonnie est pris d'un doute, cela limite sa capacité à atteindre une forme future créative. Il faut donc être obligatoirement très créatif, très enfantin dans sa manière de percevoir le monde et ses capacités, et d'où le fait que Bonnie, en tant que véritable enfant, soit une parfaite détentrice de ce fruit. Deuxième défaut, lorsque l'on veut agir sur autrui, il faut obligatoirement que cela soit touché de la main, ce qui réduit les possibilités d'attaque de Bonnie sur un grand groupe ou même à distance.
Renommé le Gomu Gomu no Mi par le gouvernement mondial, ce fruit possédé par notre protagoniste préféré est la représentation parfaite de la liberté, ayant pour capacité de base de transformer ton corps en caoutchouc. Ça peut paraître cool vu ce que Luffy nous a proposé avec ses différents gears et techniques farfelues, mais prenons en compte que ceci est une exception. Luffy, il a tout de même pris plus de 10 ans à maîtriser son fruit et rien n'était intuitif, à part allonger ton bras pour frapper ou attraper un objet qui est loin, c'est limité. C'est l'imagination de l'utilisateur qui l'a rendu très fort, gonfler son bras, utiliser les propriétés élastiques de son cœur pour accélérer sa vitesse. Tout ça nécessite pas mal de créativité. Ainsi, son éveil ne pouvait que décupler son étendue de possibilités avec l'acquisition du Gear 5 face à Kaido. Liberté est le mot. Tout peut devenir élastique dans son environnement, y compris ses adversaires, donc tout devient loufoque. Grotesque jusqu'au point où Luffy fait de la corde à sauter avec un des protagonistes les plus teasés et charismatiques de l'œuvre. Attrape des éclairs, rebondit sur celle-ci pour ensuite gagner en vitesse. Créer des battes de baseball, des lunettes, rien n'arrête ton imagination. Tout peut devenir un bouclier, un mur pour te protéger. Luffy devient même capable d'utiliser d'autres habilités de certains fruits, comme créer des ressorts sur ses jambes pour se projeter, comme un certain Bellamy, ou encore devenir géant comme Sanron Wolf. Bref, 3 éléments font défaut à ce fruit. Premièrement, les sabres. Sans l'éveil, c'est le seul défaut du fruit. Mais avec l'éveil, Luffy pourrait théoriquement juste changer les objets pointus par des objets élastiques, donc plus de problème. Deuxièmement, Lucky. Seul un homme jusqu'à aujourd'hui n'a pas été affecté par l'environnement du guerrier blanc, et attention spoil, fin des guides, c'est Topman Mercury, qui même avec toutes les tentatives de Luffy, ne devenait pas autant influencé par les gags. Là c'était lui qui influençait les gags sur le propre corps de Luffy, genre il lui faisait enlever ses cicatrices, mais lui ça l'influençait pas. Et enfin, son plus grand défaut, l'endurance. Luffy durant Egghead et Wano a été aperçu comme ayant largement vieilli, et ceci très rapidement. Bien qu'il finisse par se relancer, soit de lui-même, soit avec un peu de repos ou de nourriture, il lui faut quelques instants. C'est quelques instants où il est totalement vulnérable. Au final, c'est un effet encore plus important que le contre-coup du Gear 4, qui mettait déjà Luffy en PLS pendant 10 minutes. Il n'y a pas de mauvais fruits, juste de mauvais utilisateurs. Surtout pour les paramécias, parce que se transformer en un élément, c'est très intuitif. Tu as juste à l'utiliser. Feu, glace, tout le monde comprendrait très vite. De même pour les Zoan, ça augmente ta force. Tu as juste à savoir maîtriser l'animal qui est désormais en toi, alors que les paramécias nécessitent une réflexion profonde sur la manière d'utiliser le fruit. Genre le fruit de l'amour, faut y penser pour utiliser un cœur comme flèche. De ce fait, l'ingéniosité de l'utilisateur est vraiment la chose qui rend le fruit plus ou moins intéressant. C'est pour cela que les fruits qui permettent plus de variété se retrouvent dans les plus puissants. Cependant, reste qu'il y a quand même une asymétrie de possibilités selon les fruits. Et c'est pour ça qu'on vous conseille d'enchaîner avec notre vidéo sur les 20 pires fruits du démon de One Piece.